Le grand soir avec notre débat politique. Marie-Noëlle Lienemann est avec nous ce soir, sénatrice GRS de Paris, ancienne ministre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Marie-Laure Harel, conseillère La République En Marche de Paris, élue du 3e arrondissement. Bonsoir. Bonsoir. Julien Audoul, également membre du bureau national du RN, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, sauf erreur de ma part. Bonsoir. Et puis François Pupponi, député Liberté et Territoire du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles. Bonsoir à vous. Danny Cohn-Bendit est également avec nous comme tous les soirs. Pour pousser ce soir, Danny, un coup de gueule depuis l'Allemagne, un coup de gueule à propos de l'application Stop Covid. Parce que cette application anti-Covid, elle fait un bid en France, pour dire les choses simplement, alors qu'en revanche, en Allemagne, c'est parti sur les chapeaux de roue. Comment expliquer cette différence de vitesse ? D'abord, les chiffres sont hallucinants. En 48 heures, il y a plus de 7 millions de chargements en Allemagne. En France, depuis 15 jours, il y a 1 200 000 ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a un véritable problème là. Alors, on va pouvoir maintenant dire c'est la faute à qui. Il y a une chose est certaine, le gouvernement allemand a réussi à persuader les Allemands pour l'instant. Alors, je ne sais pas, parce qu'il faudrait quand même près de 35 à 40 millions d'applications de chargement pour que ça marche, à persuader les citoyens que ce n'était pas attentatoire à la liberté, c'est-à-dire qu'en fait, cette application ne pourra pas servir au gouvernement, à qui que ce soit, à continuer à poursuivre ceux qui l'ont chargé. Et même les organisations, les ONG pour la protection des données des citoyens, tous ont avoué, ont participé d'ailleurs à l'élaboration de l'application et on dit que ça fonctionnait très bien. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais que la France, c'est le pays de la méfiance. On a méfiance contre tout le monde, contre le gouvernement évidemment, mais dans un sondage il y a quelques semaines, c'était aussi une méfiance contre les Français. Les Français sont méfiants contre les Français. Et je trouve ça très dangereux parce que l'application Stop Covid ou l'application allemande, eh bien, c'est une possibilité de gagner des libertés de mouvement. C'est-à-dire, en fait, on décloisonne, on déconfine beaucoup plus rapidement et on a un regain de liberté. Et cette liberté, elle est contrôlée par cette application. C'est-à-dire que si on rencontre des gens pendant trop longtemps qui sont contaminés, eh bien, on peut réagir. Et je ne comprends pas quelle est la bêtise, quel est le virus de bêtise qui circule en France pour ne pas télécharger l'application Stop Covid, comme ça se fait en Allemagne. C'est peut-être un peu dû, Danny, aux autorités politiques et sanitaires qui elles-mêmes, au début, n'étaient pas franchement enthousiastes autour de Stop Covid. Oui, mais c'était le même débat en Allemagne. Je crois que ce qui a fait basculer la chose, c'est que le gouvernement s'est entretenu avec les ONG qui sont très critiques et défendent, disons, les données, la liberté et les données des citoyens. Et eux, ils ont compris exactement comment fonctionnait l'application et ils se sont dit, dans la situation actuelle, c'est la meilleure des mauvaises solutions si on veut, mais c'est une solution qu'on doit poursuivre. Et c'est ça que je ne comprends pas, c'est-à-dire les autorités peut-être ont mal expliqué, mais il y a un barrage intellectuel en France ou émotionnel qui fait que dans ce monde de méfiance, eh bien les Français n'essaient pas de se protéger parce que cette application protège. De plus en plus de méfiance et de défiance en France, c'est vrai. Danny Cohn-Bendit, tous les soirs dans le Grand Soir, 22h10. Merci beaucoup. À demain, Danny. On va revenir maintenant sur Marine Le Pen, qui était sur l'île de Sein. Aujourd'hui, déplacement surprise. Elle devait y aller demain. Finalement, les horaires ont changé. Donc, elle y est allée aujourd'hui de façon impromptue et sans prévenir personne. Alors, il y avait la cérémonie de demain, c'est pour le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Après cette visite, elle a fait une sortie contre le préfet, à qui elle reproche ce qui s'est passé. Le préfet ayant menti en indiquant que nous souhaitions être présents, il a pris la décision qui est, je crois, une première dans l'histoire de la Ve République, qui est une décision inédite, qui a consisté à souhaiter avancer l'heure des commémorations pour empêcher une députée de la République française, représentante de la nation, de pouvoir y être présente. Cette décision m'apparaît être une voie de fait. Cette décision m'apparaît être un abus de pouvoir.
Au-delà de cette polémique, François Pupponi, elle a raison de revendiquer l'héritage gaulliste, Marine Le Pen ? Ah, c'est un peu compliqué quand même. Enfin, quand on est la fille de Jean-Marie Le Pen, quand on sait tout le combat qu'il y a eu pour l'Algérie française, etc., c'est compliqué. Après, elle essaye de récupérer un champ qui est un peu laissé libre par la droite et par le parti historique du général de Gaulle. Après, elle fait des coups. Bon, c'est vrai que j'ai pas bien compris l'histoire du préfet, si effectivement on a changé. Bon, elle fait de la com, elle occupe le terrain. Elle aurait dû être autorisée à y aller demain, comme n'importe quel élu de la République. Et ça aurait été un non-événement. Elle y allait comme tout le monde, elle était députée, elle passait inaperçue. Là, on lui fait une tribune. C'est-à-dire qu'on lui laisse une tribune. On lui permet d'exister. Le préfet, enfin, ça rend quel intérêt de changer ? Elle était députée, elle aurait déposé sa gerbe, et puis elle aurait fait la cérémonie comme tout le monde. Voilà. Enfin, il faut vérifier. Je ne sais pas si le préfet a effectivement changé les horaires pour l'empêcher de venir. En tout cas, elle est venue et elle a eu une tribune. Marie-Noëlle Lienemann. Je suis assez d'accord avec ce que dit François Pupponi. D'abord, s'il est avéré que le préfet a changé l'horaire pour cette raison, ou en tout cas en le camouflant, c'est inacceptable. On ne combat pas Marine Le Pen en essayant de faire croire qu'elle n'est pas ce qu'elle est, c'est-à-dire députée de la République française. D'ailleurs, un problème qu'on ait une députée comme Marine Le Pen, mais c'est pas comme ça qu'on le fait. C'est pas le rôle du préfet de mener la bataille politique contre Marine Le Pen en tant que personne et en tant que députée. Deuxièmement, l'héritage gaulliste est un enjeu aujourd'hui. On le voit d'ailleurs à gauche. Il y a aussi des gens qui, moi, je me rappelle avoir des discussions avec François Mitterrand, qui me disaient « Je sais que vous aimez bien De Gaulle ». Parce que et je sentais que lui était plus critique, mais on connaît son histoire aussi. Et tout ça pour vous dire que l'héritage gaulliste, je pense que la droite française s'est fourvoyée en basculant trop vers le libéralisme, qui ne correspond pas à la culture de la droite de notre pays, et d'ailleurs en général de notre pays. Mais pas Marine Le Pen, et donc, justement Marine Le Pen essaie de capter une part de cet héritage. Les libéraux sont captés par Macron, et elle essaie de séduire le parti de l'ordre d'un côté et les gaullistes de l'autre. Donc, moi, je pense que politiquement, ce serait préférable qu'on ait une droite républicaine qui assume un héritage gaulliste plus adapté au temps. Ouais. Je constate que la défaillance de cette droite laisse un espace important pour Marine Le Pen qu'elle capte plus ou moins. Marine-Laure Harel, qu'elle tente de capter. C'est une captation d'héritage de sa part ? Non, alors, la première question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire le gaullisme en 2020 ? Malraux avait dit sans De Gaulle, il n'y a pas de gaullisme. Ouais. Donc on peut y mettre à peu près ce qu'on veut. 70 ans plus tard, le gaullisme, c'est l'adhésion à une politique liée à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre d'Algérie, il y a des événements qui n'ont plus lieu aujourd'hui. C'est quand même une philosophie générale. Alors, mais moi, ce que je voudrais surtout comprendre, c'est pourquoi Marine Le Pen court à tout prix après l'héritage gaulliste. D'abord, ça fait sourire parce qu'on sait que le Front National, à l'époque, a été monté par des pétainistes, comme M. Pierre Bousquet. Non. Et des résistants, Mme Harel. Pierre Bousquet, il faisait partie de la division SS Charlemagne. Et le Parti socialiste a été dirigé par quelqu'un qui a reçu la francisque. La deuxième chose, c'est que je me souviens que Marine Le Pen, très récemment, il y a 4 ou 5 ans, a voulu se détacher de propos de M. Philippot. Elle avait publié une lettre en disant... Elle reprochait à Florian Philippot d'être trop gaulliste, et elle disait qu'elle n'irait jamais sur la tombe du général de Gaulle par respect pour tous les gens qui avaient souffert de sa politique. Donc je trouve ça très surprenant aujourd'hui. Moi, ce que je retiens juste du gaullisme, c'est que le gaullisme, c'est notamment l'ouverture au pays du tiers-monde et pas le repli sur soi-même. C'est une certaine notion de la justice sociale à travers l'intervention de l'État et pas la critique perpétuelle de l'AME et de plein d'autres choses. L'aide médicale d'État. Oui, voilà. Non, mais bon, il y a quand même des cocher toutes les cases. Et puis surtout, le gaullisme, c'est quand même l'exercice de la politique de manière absolument droite, rigoureuse et respectueuse. Ce n'est pas être empêtré dans des affaires de détournement public et d'emploi fictif. Donc on est très loin du gaullisme. Est-ce que vous êtes très à l'aise, vous, avec ce que fait Marine Le Pen vis-à-vis du gaullisme ? Parce que quand on remonte votre fil Twitter, on lit des choses qui ne sont pas très pro-De Gaulle. Au mois de mars dernier, par exemple, vous avez écrit ceci. « Triste pays où les nains qui nous dirigent vouent un culte à la défaite en méprisant les pages glorieuses de notre roman national sur fond de repentance. On snobe chaque année l'immortelle victoire d'Austerlitz, mais on commémore l'infâme 19 mars 1962, autrement dit, les accords d'Évian. » Oui, je n'ai rien à redire sur ce tweet. C'est pas très gaullien, quoi. Attendez, déjà, il faut faire la part des choses. Marine Le Pen et le Rassemblement national sommes fidèles à l'héritage gaullien et non pas gaulliste. Le gaullisme, c'est quoi, finalement ? Le gaullisme, c'était les barons
qui est autour du général de Gaulle, c'est leurs petits-enfants qui ensuite se sont très éloignés de l'héritage du général. L'héritage gaullien, c'est quoi? C'est la grandeur de la France, son indépendance, sa souveraineté. Finalement, c'est tout l'inverse du macronisme. Et la décolonisation. La résistance mais le au général de Gaulle a commis des erreurs, et notamment la question algérienne a été une erreur. Nous, on se réfère, là, on célèbre le 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Voilà. Cet appel qui a sonné finalement le sursaut français, alors qu'on était dans une période de débâcle. Il faut faire le tri, quoi. Voilà, mais comme dans toutes les périodes, et tous les grands personnages ont une part d'ombre et de lumière. Mais il faut revenir quand même sur ce scandale démocratique. Marine Le Pen, vous l'avez dit, est une députée de la nation. Marine Le Pen est la présidente du premier parti de France, que ça plaise ou non. Elle représente 11 millions de Français. Ces 11 millions de Français, ils sont insultés aujourd'hui par l'État macroniste. Ils sont insultés par cette attitude sectaire. Et je tiens à rappeler que dans les dictatures, c'est dans les dictatures où les opposants politiques sont privés de commémoration. Et je vous dirais bien que même en Russie, le Parti communiste, qui est pourtant un opposant à Vladimir Poutine, peut célébrer tranquillement la mort de Lénine. Et demain, il y aura une journée spéciale sur LCI à l'occasion des 80 ans de cet appel du général de Gaulle, lancé depuis juin en 1940. Ils n'étaient pas nombreux. Marine Le Pen, non, ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient nombreux à venir de l'île de Saint, d'où cette cérémonie qui est organisée là-bas. Marine Le Pen qui a également critiqué les problèmes d'autorité en ce moment, autorité de l'État. Édouard Philippe, est revenu sur ces attaques aujourd'hui à l'Assemblée. Écoutez. L'autorité de l'État, c'est la capacité, monsieur le sénateur, à faire respecter la loi. C'est la loi qui doit prévaloir dans un État de droit, c'est la loi qui doit prévaloir dans la République. La loi. Et on voit bien que la force, parfois, la met en cause. On voit bien que telle ou telle bande, que tel ou tel groupe, parfois que tel ou tel individu, veut la faire céder, veut la briser, veut la remettre en cause. Ce n'est pas un combat récent, vous le savez bien, monsieur le sénateur, c'est un combat éternel. Mais c'est un combat qui, aujourd'hui, dans notre pays, se pose avec peut-être encore plus d'acuité qu'il ne s'est posé dans les années qui précédaient. Il n'y en a plus aujourd'hui d'autorité de l'État, Julien Audoul? Mais je pense qu'il n'y a même pratiquement plus d'État. Ah bon? Quand on a vu ce qui s'est passé à Dijon, et quand on voit les suites de Dijon, parce qu'il y a un événement quand même qui devrait interpeller tout le monde, finalement que l'armistice entre les milices tchétchènes et la communauté maghrébine a été signé par un imam à la mosquée radicale de Quetigny, près de Dijon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, en 2020, ce n'est plus l'État français donc, qui fait cesser les hostilités, qui rétablit la paix civile, qui arrête les guerres, c'est une autorité religieuse et en l'occurrence extrémiste et islamiste. Il faut savoir que la mosquée de Quetigny à Dijon, qui est tristement célèbre, est une mosquée tenue par l'UOIF, aujourd'hui ce qu'on appelle les musulmans de France, affiliée aux frères musulmans, organisation classée terroriste dans de nombreux pays. Voilà le résultat. Aujourd'hui, l'État français ne répond plus. L'État français, finalement, délègue à la puissance communautaire, parce qu'il y a une impuissance publique notable, finalement, décréter la paix dans ces quartiers, dans ces zones d'un autre droit, parce qu'aujourd'hui, c'est plus les lois de la République, c'est les lois islamistes. On va connaître un peu plus de détails dans quelques instants sur la façon dont s'est effectivement négocié cet armistice. François Pupponi, aujourd'hui, c'est un peu ce que dit aussi le film Les Misérables de Lajli. Ce sont les frères musulmans, finalement, qui règlent les contentieux, qui font la loi. De plus en plus souvent, oui. Dès lors que la République est absente et qu'elle laisse les territoires aux mains des trafiquants, ces trafiquants de plus en plus se rapprochent de la religion et la religion est de plus en plus prise en main par les frères musulmans dans ces territoires-là ou par les salafistes. Le processus, il est classique, connu et effectivement, souvent dans ces quartiers, lorsqu'il y a des conflits, parce que là, Dijon, ça a pris des proportions, mais il y a quasiment 1 ou 2 jeunes par mois qui se font tuer dans ces territoires sur le problème du trafic de drogue, dans l'indifférence générale. Bon. Et souvent, lorsqu'il y a ces heurts, eh bien, ce sont souvent les pères du quartier, les parents, les responsables de la mosquée, qui vont au milieu du quartier pour aller calmer les jeunes. Parce que la police ne peut pas le faire. Non, parce qu'il faut de la médiation. Voilà. Il faut de la moi, j'ai connu des phénomènes de règlement de compte entre bandes à Sarcelles, et il y avait de la médiation. Et qui sort faire de la médiation? On appelle les parents, on appelle les associations, et on appelle aussi les responsables religieux. Parce que ce qu'il faut, c'est éviter qu'il y ait des morts. Donc tout le monde y va. Et maintenant, aujourd'hui, de plus en plus de ces quartiers sont tenus par effectivement les frères musulmans ou les salafistes, et de plus en plus, ils vont
en même temps que les trafiquants, gangréner ces territoires pour prendre la place de la République, place qui est laissée béante. Thomas Rabineau est avec nous du journal Marianne. Vous racontez dans un article complet exactement tout ce qui s'est passé, tous les détails. Racontez-nous précisément, ça s'est passé où? C'était il y a 24 heures, hein, hier soir. C'est ça, 24 heures à peu près à la minute près. Disons que ça a été un petit peu flottant au départ. Il était question de se retrouver à la mosquée des Grésilles à l'origine. Et puis ça a été déplacé finalement donc dans une banlieue de Dijon, à Quetigny, plus précisément dans une zone commerciale. Et la mosquée en question est dans cette zone commerciale, derrière un grand magasin d'électroménager. Il y avait une quinzaine de personnes. C'était à peu près réparti à 50-50 entre les représentants de la communauté tchétchène et puis d'un autre côté, diverses personnalités, et notamment l'imam Attab Mohamed, qui s'est présenté comme un homme de bonne volonté, mais qui n'était pas, à proprement parler, l'initiateur, selon lui, de cette rencontre. Il y avait un autre de ses proches qui était à l'origine de cette conciliation, de cette négociation, qui avait eu quand même au préalable des moments de préparation, apparemment. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des pourparlers, et là, c'était un peu la concrétisation de tout ça. Les différends étaient aplanis. Il y a eu une forme d'arrangement. C'est le mot qui revenait souvent, un arrangement, puisque, et je le développerai dans un prochain article qui sera mis en ligne demain matin sur marianne.net, qui visait à désigner les véritables coupables de l'origine de toute l'affaire, c'est-à-dire ces trois jeunes qui s'en sont pris à l'origine à un Albanais de 15 ans, puis à son frère, et enfin à un jeune homme dont je ne peux donner le nom, tchétchène, qui est venu sur les lieux et qui a été très violemment pris à partie. Et il se trouve que ces trois jeunes gens, à l'origine de ces violences, ne seraient pas des Grésilles, mais d'un autre quartier. Et donc, il y a eu un arrangement visant à dire, voilà, c'est pas nous, ce sont eux. Donc, inutile de continuer à défiler, à créer cette tension énorme au Grésilles, qui en temps normal est un quartier plutôt tranquille, qui n'est pas un arrangement. Thomas Rabineau, c'est quoi? C'est un arrangement financier? Alors, on s'est partagé des territoires, ou bien simplement on s'est mis d'accord sur qui a fait quoi, et puis voilà, excusez-moi, désolé. Il n'y a pas de partage de territoire. Selon toute vraisemblance, il n'y a pas non plus de trafic de drogue à l'origine de tout ça. C'est vraiment, ça part de, vraiment, on parle de gamins qui ont entre 14 et 17 ans, peut-être 18 ans, qui se sont regardés de travers, et tout est parti comme ça. Faut savoir quand même que quand il y a des histoires de combats pour des territoires, de batailles rangées pour un territoire, ça ne se règle pas comme ça, hein. C'est pas quelque chose d'aussi spectaculaire avec des défilés de voitures qui partent du centre et qui vont dans les quartiers avec des individus qui montent leurs muscles, qui montent leur force. Non, ça se passe à coups de Kalachnikov. Et c'est comme ça que ça se règle. On le voit à Marseille notamment, et dans d'autres coins du pays. Mais c'est pas comme ça que se produisent des guerres des gangs. Donc là, tout ce qu'on a pu entendre sur des guerres de gangs, sur les trafics de drogue, ce n'est pas ça. Le fait c'est que ceux qui tiennent le trafic de drogue au Grésilles ne sont pas ceux qui sont à l'origine de cette affaire. Ça n'a absolument rien à voir. Et quant à cet arrangement, c'était précisément la désignation des véritables coupables, apparemment. Et donc, j'en dirai plus puisque là, justement, je dois ensuite ressortir. Pour avoir d'autres infos et pour continuer à écrire votre article à lire demain sur marianne.net. Merci beaucoup Thomas Rabineau pour ces précisions. C'est quand même assez inquiétant, Marie-Noëlle Lienemann, de voir que ce sont finalement les frères musulmans qui font acte d'autorité dans ces quartiers. Ouais, bien évidemment, c'est inquiétant. On ne peut pas leur reprocher de jouer la concorde. Hein. Ce qu'on peut reprocher, c'est à l'État de ne pas être capable de ne pas avoir joué ni le rôle de médiation que décrivait François Pupponi, ni le rôle d'intervention au bon moment. Parce que manifestement, et ça on le voit quand même assez souvent, les forces de l'ordre ont attendu que les règlements s'opèrent en espérant que ça allait se régler entre eux sans que l'État intervienne. Sauf que ce genre de stratégie
est à très haut risque. Parce que ça déborde. Et ça déborde, et puis parce que finalement, ça donne un sentiment d'impuissance de l'État, réglez vos problèmes entre vous, alors que ces territoires ont besoin qu'on fasse vivre l'État républicain comme ailleurs. Ouais. Ça m'amène à une réflexion un peu plus stratégique sur la profonde crise de la police parmi les crises de l'État. Moi, je pense que nous n'avons plus eu depuis trop longtemps de réflexion sur une nouvelle organisation de la police pour répondre à l'ensemble de ces missions qui supposent des professionnalismes, des capacités d'intervention différentes selon les missions. Ce n'est pas la même chose de faire le maintien de l'ordre plutôt que d'envoyer les bagues et de faire de la police de proximité, du renseignement pour essayer de voir venir ce genre de choses. Cela dit, il y a toujours eu des règlements de compte. J'en ai vu sur des histoires. Il m'a cherché, il avait regardé ma sœur, il m'a piqué ma mobilette. Oui, mais pas des centaines à coups de Kalachnikov, oui, quand même. Rassurez-nous. Il y en a eu de cet ordre-là, mais surtout, ce qui est dramatique, c'est d'avoir laissé pourrir la situation. Et c'est le gouvernement qui est mis en cause là-dedans, les autorités actuelles, Marie-Laure Harel. Est-ce que ces questions d'autorité de l'État sont un angle mort de la politique d'Emmanuel Macron? Alors, on parle de quoi là? On parle de trafic d'armes, de peut-être trafic de drogue. Enfin, votre intervenant disait que non. Mais est-ce que le trafic d'armes est du fait de l'État? Non. C'est un problème depuis longtemps qui n'a visiblement été suffisamment réglé par personne. Oui. L'État n'a rien fait n'a pas rien fait face au drame qui est en train de se passer à Dijon. Pendant 3 jours, il ne s'est rien passé quand même. Alors, l'État a envoyé un escadron de 110 gendarmes. Oui. Imaginez si à chaque fois qu'il y a une rixe dans une banlieue, il faut envoyer 110 gendarmes. Il y a un moment donné, il ne reste plus personne. On était au-delà de la rixe, l'État n'a pas rien fait. Après, il faut quand même se rendre compte qu'on est là face à des règlements de compte qui se passent à la Kalachnikov. Donc, l'État ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, et probablement a-t-il été surpris. Je crois en tout cas que la situation à laquelle il doit faire face là n'est pas liée à une inaction. 150 Tchétchènes et l'État était surpris. François Pupponi. Alors attendez, Marie-Laure. Si je peux me permettre. Je voudrais juste dire une toute petite chose. On a entendu que le drame a été visiblement résolu par un imam. C'est vrai que ça peut être surprenant. Moi, c'est choquant. C'est choquant. Oui, c'est choquant. Oui, pour la République, c'est choquant. Laissez-moi terminer. Il y a eu des présidents qui ont supprimé des postes de policiers. Il y a une décision qui a été prise par Emmanuel Macron. Si, ça a à voir. Parce qu'il y a une décision qui a été prise par Emmanuel Macron au début de son quinquennat, c'est de créer 10 000 postes de PSQ, la police de sécurité du quotidien. Si, François Pupponi. On est totalement à côté. Elle a quel but? Non, mais attendez, c'est pas parce que vous pensez que c'est n'importe quoi que c'est n'importe quoi. Il a créé 10 000 postes de PSQ. Et le but de cette police de sécurité du quotidien est justement d'occuper un rôle de proximité, de savoir ce qui se passe dans les quartiers et d'être capable de régler ce qui se passe de ce côté. Pas en même temps, pardon, François Pupponi. Si je peux me permettre. Quand il y a des problèmes de conflit entre bandes, la police doit faire son travail et interpeller lorsqu'il y a des actes délinquants. Et ensuite, ce sont normalement les élus, les médiateurs, les animateurs qui essayent de mettre de la médiation et du dialogue entre les bandes pour éviter que ça dégénère. Moi, je l'ai fait pendant 20 ans, et sincèrement, moi, j'ai connu à Sarcelles, au début, il y a eu 2 morts parce qu'il y a eu une casquette Lacoste volée verte. On rappelle toujours. Et on leur a couru après. Et depuis ce jour-là, j'ai dit plus jamais on courra après, on va intervenir tout de suite. Et dès qu'il y avait le moindre coup de poing, on allait voir les parents, on allait voir les éducateurs. Et voilà. Et ça, c'est le rôle. C'est pas le rôle de la police. Ça, c'est le rôle des élus. On n'a pas du tout le même point de vue. Je trouve que vous êtes un élu formidable. Parce que pour moi, c'est pas un élu d'aller se mettre au milieu des Kalachnikovs. Mais non, je me mets pas au niveau des Kalachnikovs. Mais quand il y a un conflit entre jeunes, on va aussi voir les jeunes pour essayer de les raisonner. Ça, c'est le rôle des élus et des animateurs. Et la police fait son travail. Donc c'est comme ça que ça se passe. Le problème là, c'est qu'effectivement, de plus en plus, on ne fait plus confiance aux élus. On va chercher des imams pour régler le problème. Donc ça nous interpelle aussi. Ça nous interpelle. Et là, il faut qu'on soit très attentif. Alors, quand je dis l'État, moi, j'ai été président de l'ANRU, et quand j'allais à la Castellane à Marseille pour visiter les chantiers de rénovation urbaine, c'est ça. Urbaine, quand j'allais visiter les chantiers de l'ANRU à Marseille, à la Castellane, pour rentrer dans le quartier de la Castellane, on était 2 députés, Henri Gibrel et moi-même, il fallait que je demande au dealer du coin s'il acceptait de m'ouvrir la porte du quartier. Alors, il me regardait, il disait, bon... Il ouvrait la barrière et je rentrais. Et pour sortir, il fallait faire pareil. 16 heures dans une ville comme Marseille, 2 députés. Ce n'est
plus acceptable. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Ça, on ne peut plus l'accepter. Voilà, c'est pas possible. On a juste une différence, juste une petite phrase, on a une différence de point de vue, c'est tout. Ce que je dis, c'est ce n'est normal pas... que la députée demande à un dealer dans un quartier. Non, monsieur Pupponi, c'est que moi, contrairement à vous, je ne considère que ce n'est pas le rôle de l'élu d'aller résoudre des problèmes dans les quartiers. Et c'est bien le rôle d'une police de proximité. Moi, j'allais faire mon travail d'élu, d'aller m'occuper du quartier. Je trouve admirable. Mais où était... Si, c'est le rôle Pas en même temps, merci, pas en même temps. L'élu, mais il faut qu'il y ait des structures de médiation. Parce que justement, la police, elle aurait dû intervenir vite pour déjà tout de suite essayer d'arrêter les gens qui pouvaient être... Et en même temps, si je puis dire, mettre sur le terrain des gens qui sont des acteurs de médiation. La plupart du temps, c'est l'élu, mais c'est aussi l'éducateur de prévention. C'est toute une série de réseaux. C'est pas seulement l'élu qui vient en cow-boy, en substitut de trucs. Et donc, mais la police de proximité n'est pas non plus le bon outil de médiation. Il alerte, il informe, il renseigne, il sanctionne, il essaie d'éduquer, mais la médiation ne peut pas être policière. La police fait respecter. Julien Audoul. Et pas des médiateurs. Les médiateurs, c'est des éducateurs de prévention. Les clubs de prévention. Julien Audoul, vous le Bourguignon, pas vraiment Dijonnais, mais Bourguignon. Oui, les événements de Dijon, finalement, reflètent l'impuissance totale de l'État du début à la fin. Que ce soit pour le manque d'anticipation, le manque d'implication des renseignements, ensuite, évidemment, l'intervention beaucoup trop tardive, c'est-à-dire qu'on a laissé faire en se disant les communautés vont régler leurs problèmes entre elles parce que de toute façon, elles sont chez elles et la République n'est plus dans ces quartiers. Et ensuite, cette trahison manifeste qui va encourager finalement ces communautés à se faire justice elles-mêmes. C'est-à-dire qu'avec le laxisme qui est quand même la norme depuis 20 à 30 ans et qui s'accentue d'année en année à coup de réformes, je dirais, très lamentables, et notamment celle de Mme Belloubet qui encourage le laxisme à outrance, finalement les communautés vont se dire on se fait justice nous-mêmes parce que l'État ne va pas intervenir, l'État ne va pas sévir, et ensuite c'est nous qui allons régler nos problèmes entre nous parce que de toute façon l'État nous laisse faire. Ça c'est tout l'inverse de la situation qu'il faut apaiser parce que l'État républicain doit reprendre le contrôle. Et l'État qui n'est pas forcément crédible après, dans cette tentative pour reprendre le contrôle, par exemple sur la question des expulsions. On a entendu au début, il y a eu des interpellations de Tchétchènes, et ce sont des réfugiés politiques ou des demandeurs d'asile, et on va étudier leur situation, et le cas échéant, ils seront expulsés. Écoutez la porte-parole du gouvernement. Le droit est très clair dans notre pays. Dès lors qu'un étranger, quelle que soit sa situation, est condamné pénalement, l'administration est fondée à examiner les conditions de sa résidence en France. Et c'est donc sur ce fondement-là que nous regarderons les choses. Alors justement, comment se passe exactement la procédure ? On a voulu vous le rappeler avec Nivine Potros. Nivine, que dit exactement le droit ? Alors, le ministère de l'Intérieur ou le préfet peut décider d'une expulsion dans 2 conditions. Si vous êtes étranger hors Union européenne et si vous représentez une menace grave pour l'ordre public. Théoriquement, vous devez être entendu par une commission qui vous notifie votre expulsion, mais en cas d'urgence absolue, le ministère de l'Intérieur peut se passer de cette étape et vous expulser immédiatement. Expulsion y compris vers la Tchétchénie, alors qu'on sait que la région est dirigée par un dictateur pro-russe. La France a déjà expulsé des Tchétchènes vers la Tchétchénie. C'était en septembre 2016. Il s'agissait d'un individu qui était lié à la mouvance djihadiste. Ça arrive avec cet exemple, par exemple, mais ça reste extrêmement rare. Même le ministère de la Justice le reconnaît. Il faut que la menace pour l'ordre public soit avérée et très grave. Plus largement, Nivine, est-ce qu'on sait combien d'expulsions sont demandées et combien sont réellement appliquées ensuite ? Alors, l'année dernière, 18 906 éloignements forcés ont été enregistrés. Des expulsions, dans le langage courant, c'est 20% de plus qu'en 2018. Et dans 85% des cas, ces expulsions, elles ont bel et bien lieu. En revanche, pour ce qui est des personnes dont le titre de séjour, par exemple, n'a pas été accepté, qui ont reçu une obligation de quitter le territoire, ils ne sont que 12% à effectivement quitter le sol français. Merci beaucoup, Nivine. Vous y croyez à ces expulsions, vous, François Pupponi, ou pas ? C'est très très compliqué. Moi, j'ai eu à connaître le douloureux dossier de l'imam de Gonesse, oui. Voilà, qui était sous le coup de l'OQTF. Voilà. Obligation de quitter le territoire. Il y a des procédures extrêmement compliquées et très longues, donc il faut passer dans les commissions. Puis après, éventuellement, si ces personnes
sont par exemple mariés ou des enfants français, ils sont ce qu'on appelle ni régularisables, ni expulsables. Donc ils restent ils restent là sans être régularisés, sans être expulsés. Donc en fait, dans le cas de délits comme cela, il faut vraiment des délits très très graves pour que la personne soit expulsée. Et c'est en tout cas très très long. Et la justice prend son temps. Alors c'est les textes qu'on a votés, c'est les lois qui sont les lois françaises, mais ça prend beaucoup de temps et c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ça, Marie-Laure Harel ? Sur la possibilité d'expulser, déjà, je me réjouis de voir qu'on est à peu près tous sur la même longueur d'onde, puisque j'ai vu que même Adrien Quatennens disait que les personnes qui étaient mêlées à ce type de violence, les Tchétchènes qui étaient mêlées à ces violences très graves, n'avaient rien à faire sur notre territoire et devaient être renvoyées chez elles. Mais dans les faits, concrètement, ça risque de ne pas arriver. C'est ça, en fait, qu'on est en train de je crois qu'on est confronté. Non, mais on est confronté là à un problème relativement inédit. Heureusement que ça ne se passe pas tous les jours, des règlements de compte à la Kalachnikov avec différentes communautés. Si on en parle dans les infos depuis 3 jours, ce n'est pas tous les jours. Vous n'avez pas des centaines de personnes qui sortent des armes. Dans ma région, tous les jours. Oui, mais je sais bien que vous êtes élu à Sarcelles et que peut-être il y a plus de violences. Non, mais à Marseille, à Sarcelles, à Lille, en banlieue, en Seine-Saint-Denis régulièrement. Ne faites pas croire que le territoire est à feu et à sang. Des choses comme ça, ça reste quand même. Il faut regarder la presse quotidienne régionale, Madame Harel. Non, mais des événements de cette ampleur, Dieu merci, c'est pas tous les jours en France. Non, mais des enfants, des adolescents, attendez, si je peux pas mettre, des adolescents qui meurent par arme à feu ou arme à blanche dans le cadre de règlements de compte entre bandes, c'est plusieurs adolescents par mois. D'accord. Bon. Alors, des règlements de compte à la Kalachnikov qui mêlent plusieurs centaines de personnes, non, Marseille, ça n'arrive pas tout le temps. Une ou deux fois par mois, vous Marseille. Vous n'avez pas des bandes de centaines de personnes dans la rue à Marseille avec des Kalachnikov tous les jours. Centaines peut-être pas, mais... C'est pas vrai. Donc, en l'occurrence, là, expulser, oui, moi je suis totalement pour. Je pense que la sécurité nationale passe avant tout. Retirer un statut de réfugié politique, ça vient d'être dit, c'est quand on présente une menace grave pour la sécurité nationale, et c'est généralement quand on est assimilé à un cas d'espionnage ou de terrorisme. Je crois que quand on se livre à des règlements de compte avec des kalachnikovs dans la rue, ça peut être assimilé à une menace terroriste. Pour le pays, c'est une forme de terrorisme. Donc je ne vois pas pourquoi les procédures seraient bloquées et ne pourraient pas aboutir. Julien Deul. On peut en parler de la menace terroriste. Il y a 300 Tchétchènes qui sont inscrits au célèbre FSPRT, donc fichier des signalements pour la protection de la radicalisation terroriste. 300. Pourquoi on ne les expulse pas tout de suite ? Il y a 3391 ressortissants étrangers qui sont inscrits dans ce fichier, c'est-à-dire où il y a un risque avéré, et non pas un soupçon avéré, un risque avéré de passage à l'acte donc d'entreprises terroristes. Pourquoi on n'expulse pas ces gens-là tout de suite ? Alors on voit bien l'opération de diversion qui va être menée par Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il va y avoir un grand renfort de communication, on va expulser 3, 10, peut-être 20 Tchétchènes, voilà, avec caméra autour du charter, regardez, l'État républicain est fort, mais on est habitué à tout ça. On est habitué depuis 30 ans. En 1986, il y avait les 101 Maliens qui avaient été expulsés par la droite à grand renfort de communication. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Le problème, ce n'est pas en fait ceux qu'on va expulser, c'est ceux qu'on laisse venir. Parce que pour 3 ou 4 qu'on va expulser, mais il y en a 500 migrants qui arrivent. Et ces 500 migrants, ils vont faire quoi ? Ils vont renforcer le communautarisme dans les quartiers, avec un risque aussi de passage à l'acte, de délinquance et de basculer aussi dans le terrorisme. Emmanuel Macron souhaite avoir des terroristes sur son territoire. Je dis qu'il ne fait rien. C'est le manque de volonté de ce président qui ne fait rien pour assurer la sécurité des Français. Pourquoi il n'expulse pas tous les ressortissants étrangers qui sont au fichier pour la radicalisation ? Est-ce qu'il faut faciliter les conditions d'expulsion pour des individus dangereux ? Elles existent. Elles sont suffisantes ? Moi, je pense en tout cas qu'il faut respecter le passage par la justice. Et donc, de fait, c'est hélas un peu plus long. Par contre, on peut travailler à ce que les moyens de la justice lui permettent de délibérer plus rapidement et de juger plus rapidement. Mais je crois que ce serait à haut risque de considérer qu'on doit ne pas respecter les règles de protection du droit, le contradictoire, etc. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on consolide la République. Tous les états d'exception, etc. En revanche, et ça n'empêchera pas que si vous avez expulsé X, vous aurez Y qui risque d'avoir ce type de comportement. Donc il faut un travail, j'allais dire, serein, solide, sans concession de la République. Et ce n'est pas par des coups de menton, des mesures qu'on annonce et qui ne sont jamais respectées qu'on y arrivera. On ne regagnera dans ces quartiers et globalement dans l'ordre public en France qu'en étant rigoureux sur le respect des formes juridiques, pas de mécanisme expéditif, pas de naïveté, la rapidité, mais un travail de fond. Il y a trop de naïveté aujourd'hui, François Pupponi ?
Je trouve qu'on est dans cela. C'est pas de la naïveté. Le problème, c'est qu'on a rénové ces quartiers. Ce quartier-là a été rénové. L'ANRU a financé l'agence urbaine plutôt bien. Mais si en même temps que la rénovation, on ne met pas en place des politiques publiques efficaces, des commissariats de police, des policiers en nombre suffisant, des éducateurs, etc., ça ne sert à rien. On passe à côté. On a un magnifique quartier, de l'éducation, on a un magnifique quartier, mais socialement, ça se dégrade parce qu'on continue à affecter les logements aux plus défavorisés dans ces quartiers-là. Et donc, c'est ça où la politique publique et la politique de l'État n'est pas la bonne. C'est ce que disait Manuel Valls à l'époque quand il parlait de politique d'apartheid. Enfin, on connaît bien toutes les problèmes d'attribution de logement. S'il n'y a pas en même temps une politique d'attribution de logement et de réimplantation de services publics dans ces territoires, alors la rénovation urbaine est vouée à l'échec. On voit bien les tensions sociétales. Il y a aussi dans le pays des tensions économiques et sociales, avec aujourd'hui, par exemple, ces suppressions de postes qu'on a apprises du côté d'Air France. Et c'est un chiffre assez impressionnant, puisque plus de 8000 même suppressions de postes, 8300 d'après certains syndicats, avec 300 pilotes, 6000 personnels au sol, 2000 PNC, les personnels navigants commerciaux. Alors est-ce un simple trou d'air ou est-ce le crash annoncé de la compagnie? Vincent Salle est avec nous, il est co-secrétaire général CGT Air France. Bonsoir, vous attendiez, Vincent Salle, à un plan d'une telle ampleur ou pas? En face, ce dont on se rend compte, c'est que la crise sanitaire du Covid-19, finalement, est un accélérateur et un amplificateur des plans de restructuration qui étaient déjà existants ou en train de cheminer dans les entreprises. Nous, en janvier, on nous a présenté une gestion prévisionnelle des emplois et de compétences qui devait supprimer à horizon 2023 3000 emplois. Bon, là, il y a un opportunisme de la direction pour faire des grandes manœuvres et supprimer de façon beaucoup plus large et beaucoup plus massive. Et tout ça avec de l'aide publique. Et c'est là le scandale. C'est-à-dire qu'on considère que nous, ces 7 milliards doivent avant tout permettre de maintenir les emplois. Pour nous, 7 milliards, ça doit être zéro suppression d'emplois. Il ne peut pas en être autrement. Les 7 milliards, c'est le prêt accordé par l'État à la compagnie. Cela dit, Vincent Salle, vous voyez bien que la période est particulière, le secteur aérien est pratiquement à l'arrêt. Est-ce que ça n'est pas logique qu'une entreprise prenne des décisions de grande ampleur pour continuer à survivre pour l'après? Mais vous trouvez ça logique, vous, que l'argent des contribuables et des citoyens français, à hauteur de 7 milliards, serve à supprimer des emplois? Parce que si on considère que la relance économique va se faire avec des salariés, avec des citoyens qui n'ont plus d'emploi ou qui ont des rémunérations amoindries, je ne pense pas que la reprise économique va se faire comme ça. Les 7 milliards d'euros ne peuvent pas servir à alimenter les chiffres du chômage, ce n'est pas possible. Oui. Merci beaucoup Vincent Salle pour avoir été en direct avec nous. Vous partagez ce qu'on vient d'entendre de Marie-Noëlle Lienemann ou pas? Il est clair que le nombre de suppressions de postes paraît démesuré par rapport à l'aide que la puissance publique donne. D'abord, moi je souhaiterais que cette aide ne soit pas un prêt, mais une prise de capital dans la compagnie Air France. Parce que ce que je vois depuis des années à Air France, c'est qu'au nom d'une restauration d'équilibre, on réduit la voilure et on laisse la concurrence mondiale prendre des parts de marché qu'il serait légitime que la compagnie nationale garde. J'observe aussi qu'a priori, il y a moins de suppression de postes à KLM qu'à Air France. Pourquoi ? Parce qu'à KLM, vous avez entre guillemets la codétermination. C'est-à-dire que les décisions de suppression de postes doivent avoir un certain accord des organisations syndicales, ce qui n'est pas le cas en France. Et on pourrait espérer que l'État soit en situation... La vraie question, c'est qu'on se redonne un projet pour Air France, qui tienne compte d'ailleurs des impératifs écologiques. Il y a un énorme travail. C'est le cas. Les liaisons courtes sont abandonnées. Justement, moi je veux être sûr que les liaisons courtes abandonnées ne seront pas prises par d'autres compagnies. Parce que si c'est pour que ce soit une compagnie étrangère qui fasse la même pollution qu'aurait fait la compagnie française, et c'est ça qui se prépare, parce que déjà Hop avait ce projet en tête. Moi, je suis pour qu'on garde un vrai projet pour Air France. Est-ce qu'il y a un problème, effectivement, quand on entend que l'État prête 7 milliards à une compagnie et puis qu'ensuite il y a plus de 8000 suppressions de postes, ou bien est-ce que c'est logique et qu'il faut que la compagnie soit le plus viable économiquement possible? Première chose, d'abord, je crois qu'on a l'un des États qui a été parmi les plus généreux au monde face à la crise. L'État n'a pas... L'Allemagne. Il n'y a pas que 7 milliards d'euros dont a pu bénéficier Air France. L'État a sorti 460 milliards d'euros, 327 milliards de prêts garantis aux entreprises, notamment Air France, 31 milliards d'euros de chômage partiel, des reports d'échéances fiscales, des plans sectoriels. Donc d'abord, je crois qu'il faut qu'on se réjouisse de ça.
La deuxième chose, c'est que je crois que si l'État n'avait pas fait ça, les dégâts seraient encore plus graves. Ce qu'il faut se dire, c'est que sans doute, si Air France n'avait pas pu bénéficier d'un soutien de l'État à hauteur de 7 milliards d'euros, c'est sans doute des dégâts sociaux encore plus importants qui auraient eu lieu. La troisième chose, c'est qu'ensuite, il faut aussi qu'on se questionne de manière un peu plus générale en France sur notre problème de compétitivité. L'impôt sur les sociétés en France, il est de 33%. C'est 10 de plus que la moyenne européenne. Le coût de la main-d'œuvre, c'est 26 € en France, 10 € de plus que la moyenne européenne. C'est 36 €, pardon. Pas de 26 € en France, 26 € la moyenne européenne. En France, on ne veut pas passer de 60 à 62 ans à la retraite. En Allemagne, on est en train de passer à 67 ans. En France, on a les 35 heures. La moyenne en Europe, c'est 40 heures par semaine. C'est encore la faute des 35 heures. Pardon, non, je dis juste qu'il y a un moment donné, vous faisiez vous-même la comparaison avec KLM. Il y a un moment donné, si les suppressions de postes sont plus importantes en France qu'ailleurs, c'est aussi peut-être parce que nous ne sommes pas un pays suffisamment compétitif. Je connais bien les coûts de KLM. Il y a une vraie question à se poser. Les coûts salariaux de KLM sont plutôt supérieurs. Julien Audoul. Le coût de la main-d'œuvre aux Pays-Bas est largement moins. Non, pas vrai. Pas dans le cas de KLM. Je connais bien les syndicalistes d'Air France. J'ai souvent été élu de ce territoire. Donc vous trouvez la France compétitive? Je considère que la France peut être compétitive sur le plan fiscal, si elle investit sur un certain nombre de sujets. Sur le plan fiscal, les entreprises sont mieux loties aux Pays-Bas qu'en France. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Julien Audoul. Oui, ce qui est terrible, c'est que finalement la crise du Covid va être le prétexte d'une véritable purge sociale. Bon nombre de grandes entreprises préparent des licenciements en masse et vont se retrancher derrière le coronavirus en disant, bon, compte tenu des circonstances exceptionnelles... Il se passe quand même des choses. Oui, non, mais très bien. Il n'y a pas que l'aérien. Mais il y a 15% de suppression de postes chez Lufthansa. Il y a beaucoup de plans sociaux qui étaient prévus avant la crise. Voilà. Et là, on les ressort évidemment opportunément parce que évidemment l'émotion populaire va comprendre, compte tenu de la situation. Mais ce qui est choquant, c'est que encore une fois, il n'y a pas que ces suppressions d'emplois, il y a aussi tout l'agenda ultralibéral qu'on nous ressort en permanence. Et là, qui ressort opportunément, la diminution des salaires, certains acquis sociaux qui vont être balayés. Tout ça, c'est une menace aussi pour les salariés français et c'est avancé, que ce soit par le patronat, par le MEDEF, qui à chaque petite crise nous ressort les mêmes rengaines sur l'augmentation du temps de travail, la diminution des salaires, la suppression des RTT, les jours fériés travaillés, tout ça, ça nous ressort à chaque fois. Et moi, je me mets à la place d'un salarié d'Air France, de me dire, l'État français, comme vous l'avez dit, a sorti donc les 7 milliards du chapeau, et qu'est-ce qui nous arrive? C'est le couperet social. François Pupponi. Bon, moi, je suis très inquiet sur l'état du pays. On aurait pu imaginer, même j'y croyais pas, que le monde d'après allait être un peu plus vertueux et qu'on allait avoir un sursaut d'intérêt national. Là, on voit bien que il y a presque 100 milliards de prêts de l'État qui ont été accordés à des entreprises, dont 7 milliards à Air France, et que derrière, on annonce quand même des millions. Alors, c'est vrai qu'il faut que l'activité reparte. Mais à un moment, il faut que tout le monde fasse un effort pour que ça reparte. Parce que si on encaisse les centaines de milliards d'euros de l'État et qu'en même temps on licencie parce qu'on a besoin de reconstituer des marges, on aura une situation budgétaire apocalyptique, des comptes sociaux que l'on n'a jamais connus et pas forcément plus de compétitivité. Donc s'il n'y a pas à un moment un sursaut d'intérêt national, y compris les entreprises, pour dire il faut sauver le pays, alors on va à la catastrophe. Moi je voudrais dire une chose, c'est que les Américains, sur les prêts garantis, ils ont déjà considéré qu'en fait ces prêts seraient soit des obligations, perdu, bien sûr, soit du capital. On aurait mieux fait de dire, et en tout cas maintenant il faut le faire. Vous voulez faire comme les États-Unis alors je constate que nationalise un peu. Oui. Non mais vous le ressortirez ça. Oui, parce que je vous rappelle qu'à la précédente crise aussi, ils avaient fait des fois des choses plus efficaces que nous. Ils ne sont pas tombés dans l'austérité budgétaire comme les fous de Bruxelles nous y avaient amenés. En revanche, là je dis qu'il y a urgence à transformer une partie de ces prêts en considérant qu'on déclenche la garantie pour prendre soit des obligations convertibles pour les PME, soit du prise de capital dans les grandes entreprises. Parce qu'on ne peut pas les laisser plomber par des prêts. Allez, il faut qu'elles puissent réinvestir et ne pas licencier. Merci à tous. Vous restez avec nous parce que tout de suite, c'est le journal du Grand Soir.